Bonjour et bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier, toujours en compagnie de Claude Lafleur, Laurent Runigo et Dylan Baillargeon. Aujourd'hui, nous poursuivons notre revue chronologique de l'actualité spatiale de 2025, une année déjà bien entamée, mais aussi déjà très particulière, à l'avenir incertain, n'est-ce pas Claude ? Absolument. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, comme on l'a vu dans le balado précédent. Maintenant, malgré tous les bouleversements que génèrent Donald Trump et Elon Musk, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans le domaine spatial, dans l'actualité spatiale. Et ça, c'est surtout ça dont on va parler aujourd'hui. Parmi les événements qu'on va couvrir, il y a eu évidemment l'alunissage de 2 sondes américaines qui se sont posées sur la Lune au début du mois de mars. Il y a le 8e essai du vaisseau Starship d'Elon Musk de SpaceX. Il y a aussi le 2e lancement d'une fusée Ariane 6 qui a bien réussi. Il y a également la sonde européenne Hera qui est passée près de la planète Mars et qui nous a envoyé des photos assez remarquables, dont on va en parler dans quelques minutes. Il y a évidemment aussi, on a peut-être moins bien parlé, mais la fin des opérations du télescope Gaia, qui a étudié notre galaxie. Gaia, c'est un télescope européen qui a vraiment fait des observations très intéressantes dont on va en parler. Et évidemment, il y a le retour sur Terre des 2 rescapés de Starliner, le Butch Wilmore et Sonny Williams, qui sont enfin revenus sur Terre, ce qui a donné lieu à toute une controverse dont on va revenir. Donc, il y a beaucoup d'événements qui se sont passés au cours du mois de février-mars qu'on va couvrir. Si vous êtes un peu saturé par toutes les informations en provenance des États-Unis concernant les méfaits de Trump et de Musk, sachez qu'il va en être relativement peu question dans ce balado-là. On va en parler un peu parce que ça a des impacts sur le domaine spatial, mais on va en parler beaucoup moins que le balado précédent. Donc, si vous êtes un peu saturé, au Québec, on dit si vous êtes tanné d'entendre parler de Trump, sachez qu'on va en parler beaucoup moins aujourd'hui parce qu'il se passe des choses très intéressantes dans le domaine spatial. Les surprises du tourisme spatial. Amorçons notre tour d'horizon de l'actualité avec un sujet léger qui ne défraie plus tellement les nouvelles. Depuis le jour où, en 2004, Burt Rutan a mis au point le premier appareil capable d'emporter des touristes aux frontières de l'espace, on s'attendait à ce que des centaines de personnes, comme vous et moi, accèdent à la frontière de notre planète. C'est ainsi que Richard Branson, le patron de Virgin Galactic, nous promettait des centaines de vols touristiques par année à partir des années 2010 grâce à son Spaceship Two. Il aura cependant fallu attendre 17 ans, soit jusqu'à l'été 2021, pour voir se concrétiser ce rêve, mais un rêve réservé à seulement une poignée de richissimes touristes. Écoutez à ce sujet les balados 68 sur le tourisme spatial, la nouvelle course à l'espace et 78, bilan 2021 et perspective 2022. Comme on l'a rapporté dans ces balados-là, on s'attendait à l'époque à une explosion du tourisme spatial. On s'attendrait que enfin les portes du tourisme s'ouvrent, c'est-à-dire que on va pouvoir enfin accéder à l'espace même si on n'est pas des astronautes professionnels. Or, étonnamment, c'est un peu tout le contraire de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que depuis 4 ans, depuis l'été 2021, il y a eu en tout et pour tout seulement 27 vols touristiques dont seulement 3 cette année. On est quand même rendu au mois d'avril et il y a eu seulement 3 vols touristiques. Et en tout, ces 27 vols-là ont permis à 123 personnes, à 123 touristes d'accéder à l'espace. C'est donc très, très peu, alors qu'on s'attendait à ce que ce serait plutôt le contraire qui se passerait parce que pendant des décennies, on nous a parlé qu'il y a des centaines, des milliers de personnes qui un jour auraient accès à l'espace. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Néanmoins, le monde du tourisme spatial nous livre sans cesse son lot de petites surprises. Le 25 février, Blue Origin, l'entreprise de Jeff Bezos, le grand patron d'Amazon, effectue son 10e vol humain en fusée New Shepard. Celle-ci emporte comme toujours 6 passagers pour une envolée de 10 minutes jusqu'à 107 km d'altitude. Une envolée somme toute banale, néanmoins, pour la première fois, l'identité de l'un des passagers est tenue secrète, sans qu'on nous explique pourquoi. D'ordinaire, les participants à ce genre de vol s'enorgueillissent d'être connus comme étant allés dans l'espace, s'affublant même du titre d'astronaute, ce qui n'est nullement vrai pour l'une comme pour l'autre de ces prétentions. Alors pourquoi tant de mystère, Claude ? C'est la bonne question. En fait, ce qui est un peu curieux, c'est que ce passager-là, il a voulu passer un peu incognito. Et c'est tout le contraire, il a attiré l'attention. Qui est-il? Pourquoi désirait-il demeurer secret?
On n'a pas la réponse à ces questions-là. Tout ce qu'on sait, c'est que sur son habit, sur sa salopette, il y avait une étiquette comme quoi il s'appellerait Air Wilson. Donc, qui est ce Air Wilson-là? On ne le sait pas. Une autre particularité de cette mission-là, c'est qu'il y avait à bord un des passagers qui avait déjà volé à bord du New Shepard, qui s'était déjà payé une envolée en décembre 2021. Donc, il y a quelqu'un qui s'est payé 2 fois le voyage. On ne sait pas combien. Hein? On sait qu'un voyage en New Shepard, c'est quelques centaines de milliers de dollars, là, peut-être 200-300 000 $, quelque chose comme ça. Lui, il avait les moyens de se payer 2 fois un voyage qui dure évidemment quelques minutes, comme chacun sait. Il y avait à bord de la capsule 4 autres passagers, dont un animateur de télé espagnol, la propriétaire d'une agence de pub, le directeur d'une clinique médicale et un gestionnaire de portefeuille à haut risque qu'on appelle des hedge funds. Donc, ces gens-là se sont payés un voyage. On ne sait pas évidemment avec le contexte actuel économique comment ils se sentent maintenant, mais ils ont dépensé quelques centaines de milliers de dollars pour une balade de quelques minutes en apesanteur. Et quelques minutes à la frontière de l'espace. On ne peut pas vraiment dire qu'ils vont dans l'espace. L'espace, c'est plus haut et c'est plus loin. Ils vont à la frontière, ils vivent quelques minutes d'apesanteur et le tout leur coûte quelques centaines de milliers de dollars. C'est quand même un peu effarant quand on y pense. Blue Origin a par la suite annoncé que le prochain vol d'une New Shepard prévu pour ce printemps emportera un équipage entièrement féminin. Une première, il s'agira de la chanteuse Katy Perry et de l'animatrice télé Gayle King, accompagnée par une ex-ingénieure de la NASA, une scientifique, une productrice de films, ainsi que la fiancée de Jeff Bezos lui-même, qui est également pilote d'hélicoptère, vol qui a eu lieu donc tout récemment ce 14 avril et qui s'est bien terminé, Claude. Exactement. En fait, nous, on enregistre le 15 avril, donc le vol a eu lieu hier. C'est une drôle de mission quand on y pense. Hein. On en a beaucoup parlé. Pour la première fois, un équipage de femmes irait dans l'espace. Il faut mettre dans l'espace entre guillemets. On parle d'une grande avancée pour les femmes, pour le droit, pour la condition féminine, pour le droit des femmes. Moi, quand je regarde tout ce qui se passe aux États-Unis actuellement, j'ai de la misère à voir ça comme une grande avancée quand on voit le recul que subissent l'ensemble des femmes et des hommes aussi, hein, parce que le droit des femmes, c'est aussi notre droit à nous, à savoir, on en bénéficie, nous tous. Et là, on a 6 femmes très riches qui se sont payées, encore là, une courte mission. Montrer un peu le progrès qui reste à faire. Hein. La veille du lancement, dimanche, le New York Times a publié un long article sur cette mission-là, dont le sujet était « Comment seront-elles habillées ?» Parler de l'uniforme qu'elles allaient porter. L'uniforme qui a été conçu, je pense, par des gens de la mode et tout ça. T'sais. On est en 2025, là, et on se demande « Hey, on envoie 6 femmes aux frontières de l'espace. Comment seront-elles vêtues? » Il me semble qu'il me reste encore beaucoup de chemin à faire. Chose certaine, aujourd'hui, je regardais dans le New York Times l'article de ce matin, on parlait d'un stunt, donc d'un spectacle un peu navrant d'ailleurs, que 6 femmes riches se paient un voyage dans l'espace, encore là, au coût de plusieurs centaines de milliers de dollars, alors qu'il y a tant de misère et de pauvreté aux États-Unis même, évidemment, à travers le monde. Ça laisse un peu circonspect, je pense, cette mission-là. Par ailleurs, l'affaire qui est un peu curieuse, c'est que Blue Origin ne nous a pas indiqué combien de vols de New Shepard ils entendaient faire cette année. On sait qu'ils pourraient en faire facilement 2 par mois. C'était seulement c'est le 2e vol touristique de l'année. Il y a eu un autre vol scientifique un peu plus tôt. Donc, il y a eu 3 vols de New Shepard alors qu'il pourrait y en avoir à peu près toutes les 2 semaines. L'entreprise nous dit par contre qu'il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt pour ces vols, qu'il ne manquerait pas de clients. Mais ça reste à voir. Donc, quand on parlait que l'industrie spatiale s'ouvrait à nous et qu'on pourrait accéder aisément à l'espace, on voit que malgré tout, c'est relativement peu fréquent les vols touristiques et même certains vols laissent un peu songeur. Tribulation touristique. En 2018, un richissime japonais, Yusaku Maezawa, avait conclu une entente avec Elon Musk pour effectuer un vol en Starship jusqu'à la Lune, envisagé pour 2023. Dans le cadre de cette aventure baptisée Dear Moon, ce milliardaire avait prévu d'emmener avec lui 8 artistes déjà sélectionnés. Mais en juin 2024, il renonce à ce vol, évoquant des retards incessants pris dans la mise au point du Starship. Je ne peux pas planifier mon avenir dans les circonstances actuelles et je me sens mal de faire attendre les membres de l'équipage plus longtemps, d'où ma décision difficile d'annuler le vol, explique-t-il.
Notons qu'en décembre 2021, Maezawa s'était envolé en Soyouz pour passer une dizaine de jours à bord de la Station spatiale internationale. Par ailleurs, en août 2024, un entrepreneur chinois spécialisé dans les crypto-monnaies, Shun Wang, se paye un vol en capsule Dragon, pour un montant non divulgué. Ce vol a lieu au début d'avril. Pour la première fois, un équipage est placé sur une orbite polaire, c'est-à-dire que leur capsule passe au niveau des pôles. L'opération était baptisée Farm 2, d'après le nom du navire norvégien Fram, qui a exploré l'Arctique au XIXe siècle. Wang, qui a fait fortune dans le minage des crypto-monnaies, se passionne pour l'exploration des pôles. Il a emmené avec lui une cinéaste norvégienne, une chercheuse en robotique allemande et un explorateur australien spécialisé dans les régions polaires. Notons qu'il s'agit tous de néophytes du vol spatial, une activité qui demeure pourtant toujours très risquée. L'équipage passe 3 jours et demi à survoler la Terre dans son ensemble, une première. Leur envolée s'est semble-t-il bien déroulée, si ce n'est que l'équipage a sérieusement souffert du mal de l'espace en début de vol. Le mal des transports nous a tous frappés, a indiqué Wang sur X. Nous avons eu la nausée et avons fini par vomir plusieurs fois. Il précise que selon lui, ce malaise diffère du mal des transports qu'on peut éprouver dans une voiture ou en mer, puisque dans l'espace, on peut sans problème se concentrer à faire de la lecture sur un iPad sans aggraver sa situation. Mais même une petite gorgée d'eau suffit à perturber l'estomac et à déclencher des vomissements, ajoute-t-il. Imaginez-vous être enfermé dans un espace réduit, avoir la nausée et sans pouvoir ouvrir la moindre fenêtre. Fort heureusement, tous les malaises s'étaient dissipés au lever du 2e jour de vol. Wang semble aussi avoir été quelque peu déçu par ce qu'il a pu observer de l'Antarctique. Contrairement à ce qui avait été prévu, écrit-il, à 460 km d'altitude, il n'y a qu'un blanc pur. Aucune activité humaine n'est visible. L'équipage a néanmoins rempli tous ses objectifs, indique-t-il. D'autre part, il y a une firme chinoise qui s'appelle Deep Blue, qui est en train de mettre au point une fusée et une capsule semblables à la New Shepard pour entreprendre des vols touristiques suborbitaux à partir de 2027. Donc, vraiment un peu ce que fait la firme de Jeff Bezos avec les 2 missions touristiques dont on a parlé un peu plus tôt. Une firme chinoise qui s'apprête à en faire autant. Pour l'instant, en 2025 et en 2026, ils prévoient faire l'essai de leur fusée qui s'appelle Nebula pour s'assurer qu'elle est sécuritaire. Donc, si tout va bien, il pourrait y avoir des vols touristiques semblables à partir de la Chine à partir de 2027. Il y a une autre firme chinoise qui a annoncé qu'elle est en train de développer une capsule qui pourrait se placer en orbite, un peu comme les capsules Crew Dragon de SpaceX. La firme, c'est amusant parce que son nom occidental, c'est AZ Space, mais si vous le dites en anglais, ça fait Easy Space, donc il y a un petit jeu de mots comme si l'accès à l'espace était quelque chose de facile. Cette firme-là, donc, serait donc en train de mettre au point une capsule qui pourrait servir possiblement à acheminer des touristes vers la station spatiale chinoise Tiangong, un peu comme certaines capsules Crew Dragon amènent des touristes à la Station spatiale internationale, ou bien cette capsule-là pourrait servir aussi à faire des vols en solo, comme c'est arrivé récemment, comme on vient d'en parler, Fram 2. Donc, il y a aussi des projets en cours en Chine. Évidemment, dans le domaine du tourisme spatial, on l'a bien vu depuis 20 ans, il y a loin de la coupe aux lèvres. Il y a loin entre le moment où vous avez un projet, où vous mettez au point votre vaisseau et où il devient opérationnel. Ça reste à voir si les Chinois vont progresser beaucoup plus rapidement que les Jeff Bezos et Charles Branson de ce monde. Maintenant, ce qui est intéressant peut-être de souligner, c'est que c'est comme si la Chine se prépare à faire son entrée dans ce domaine spatial, le domaine du tourisme spatial. Peut-être qu'un jour, la Chine va s'accaparer du marché comme elle le fait souvent dans bien d'autres domaines. La faillite de Virgin Galactic. Quant à Virgin Galactic, l'entreprise qui se voulait la pionnière des vols touristiques, en promettant il y a 20 ans que le tourisme spatial à grande échelle, à partir de 2010, serait accessible. Mais elle a mis abruptement fin en juin 2024 à ses vols de Spaceship Two après avoir réalisé que 12 envolées. Comme nous le relatons dans le balado 66, cet avion-fusée s'est révélé beaucoup trop dangereuse pour assurer un service régulier.
À la place, l'entreprise de Branson a décidé de concevoir un appareil dit de classe Delta, qui devrait, prétend l'entreprise, entrer en service commercial en 2027. Virgin Galactic affirme même que nous prévoyons d'avoir la capacité d'effectuer environ 125 vols par année, et elle espère transporter 750 personnes annuellement à un prix moyen de 600 000 $ par passager. Voilà qui rappelle l'annonce faite par Richard Branson en 2004 à l'effet qu'une flotte de Spaceship Two allait transporter 3000 touristes entre 2010 et 2015 à raison de 120 vols par année. Branson estimerait alors qu'un billet coûterait en plus ou moins 190 000 $. L'histoire se répéterait-elle? Probablement pas, puisque en réalité, Virgin Galactic frôle actuellement la faillite. Néanmoins, les dirigeants de la firme Virgin Galactic annoncent un avenir brillant pour leur firme en disant que grâce à une flotte de 4 ou 5 vaisseaux Delta, ils pourraient réaliser de 3 à 400 vols par année. Ça ressemble un peu à ce que Branson nous avait déclaré il y a longtemps. Rappelons juste qu'avec les vaisseaux Spaceship Two, il a réalisé que seulement 9 vols. La firme se dit, nous, on va en réaliser à partir de 2027 des centaines par année. Ça pourrait ramener à l'entreprise des revenus de l'ordre du milliard de dollars par année. Selon les dirigeants donc, de Virgin Galactic, il y aurait quelque chose comme 300 000 personnes qui seraient prêtes à payer très cher pour aller, entre guillemets, dans l'espace, c'est-à-dire pour aller aux frontières de l'espace pour quelques minutes seulement. Je ne sais pas si le chiffre est vrai, mais selon eux, il y aurait à peu près 300 000 personnes sur Terre qui seraient prêtes à payer cher pour aller dans l'espace. Ça reste à voir. Oui, parce qu'il y a déjà 20 ans que Virgin Galactic promet monts et merveilles, en tout cas sur la rentabilité de leur entreprise, et bon, ça n'a pas porté ses fruits jusqu'à présent. Exactement. Et comme on vient de le relater, l'entreprise est même plutôt en faillite. Elle est sur le bord de la faillite, en tout cas. Et moi, je ne pense pas qu'ils vont se rendre jusqu'en 2027. Mon opinion personnelle. Retour sur la Lune. Comme nous l'expliquions dans le balado 108, La reconquête de la Lune, le simple fait de tenter de se poser sur la Lune n'est pas chose aisée. En 2024, 2 sondes américaines ont été dépêchées vers notre satellite naturel, Peregrine et Odysseus, mais la première a complètement raté sa mission, tandis que la seconde ne l'a accomplie que partiellement. On en parle dans le balado 149, sur 2024, une année charnière. Cette année, les Américains s'y reprennent avec 2 autres sondes, Athena et Blue Ghost. C'est ainsi que le 26 février, une fusée Falcon 9 lance la sonde Athena d'Intuitive Machines. Celle-ci transporte une panoplie d'instruments, dont une foreuse mise au point par la NASA, afin de détecter la présence de glace dans le sous-sol lunaire. Cette sonde emporte également plusieurs charges commerciales, dont un petit astromobile qui expérimentera les déplacements par saut de puce. On cherche ainsi à valider une méthode qui permettrait d'explorer des endroits inaccessibles aux véhicules sur roues, comme le fond des cratères ou les crevasses. Athena transporte 2 autres astromobiles mis au point par des entreprises clients. Elle est aussi porteuse d'un appareil de Nokia qui testera les communications 4G entre la Terre et la Lune, ainsi que diverses protections thermiques fabriquées par Columbia Sportswear. La fusée de SpaceX emportait également 2 autres sondes Lunar Trailblazer de la NASA, qui depuis une orbite devait cartographier la répartition de l'eau sur l'ensemble de la Lune, ainsi que Odin, une sonde de la minière spatiale Astroforge, qui visitera l'astéroïde 2022 OB5 afin de déterminer si celui-ci pourrait être exploité commercialement. Odin a pour mission de survoler ce petit astre de 100 mètres afin de voir s'il est riche en minerais exploitables. Si c'est le cas, 2022 OB5 pourrait devenir la cible d'extraction de métaux précieux pour les rapporter sur Terre. Athena devait allunir le 6 mars sur un plateau situé près du pôle Sud, une région particulièrement intéressante au plan scientifique, indiquait Nikki Fox, responsable des programmes scientifiques de la NASA. Ce site est un emplacement scientifiquement stratégique, expliqua-t-elle, car il est plus élevé que le terrain environnant. Nous espérons y faire de la science extraordinaire sur ce site extraordinaire. Notons qu'il s'agit de la 2e mission lunaire entreprise par Intuitive Machines.
Leur première sonde, Odysseus, s'étant posée le 22 février 2024 pour ensuite basculer sur le côté, tel que nous le relatons dans le balado 149. Comme prévu, Athéna alunit le 6 mars. Toutefois, elle bascule elle aussi sur le côté peu après son alunissage. Et comble de malheur, elle s'est posée dans un petit cratère, ce qui fait que, à cause de l'orientation de ses panneaux solaires et du froid extrême qui sévit dans ce cratère, Athéna ne peut recharger ses batteries. En conséquence, elle ne fonctionne qu'une 12aine d'heures avant que ne s'épuisent ses réserves d'électricité. Athéna n'a le temps de transmettre que des données partielles et quelques images de sa fâcheuse position. La NASA a néanmoins pu faire fonctionner sa foreuse, mais sans qu'elle ne creuse le sol lunaire. Et hélas, aucun des 3 astromobiles n'a pu être déposé sur le sol lunaire. De même pour les 2 petites sondes qui accompagnaient Athéna vers la Lune, en fait la sonde Trailblazer de la NASA et la sonde Odin de l'entreprise minière, on a perdu le contact radio quelques heures après le lancement de ces 2 sondes-là. En fait, la NASA a réussi à établir un certain contact avec sa sonde Trailblazer. Il semble-t-il que la sonde ne parvenait pas à recharger ses piles, tandis que la sonde Odin a simplement émis un très faible signal radio, mais aucune donnée sur son état de santé. Donc, on ne sait pas exactement ce qui est arrivé, mais le fait est, c'est que malheureusement, ces 2 sondes-là ont également échoué à leur mission. Comme quoi, aller explorer la Lune ou même les astéroïdes du système solaire, ce n'est pas chose facile. Enfin, un premier succès américain. Pour sa part, la sonde Blue Ghost, qui avait été lancée le 15 janvier, en même temps que la japonaise Hakuto RM2, comme on en parle au balado 155, se pose en douceur le 2 mars. Comme le relate fièrement Firefly Aerospace, l'entreprise à l'origine de cette réussite, il s'agit de la première sonde américaine à réussir l'exploit. C'est même, dit-elle, la première société commerciale de l'histoire à réussir pleinement un alunissage. Notre sonde se trouve à une position verticale et stable, a annoncé avec satisfaction Firefly peu après l'alunissage. Ce petit pas sur la Lune représente un bond de géant dans l'exploration commerciale, ajoute-t-elle. Félicitations à notre équipe, à nos partenaires et à nos clients de la NASA pour cet incroyable exploit qui pave la voie de futures missions sur la Lune et vers Mars. Notons qu'une certaine enflure verbale dans ses propos, enflure qui témoigne de l'immense soulagement ressenti après tant d'échecs. Blue Ghost s'est posée près du mont Latreille, une formation volcanique située dans la mer des Crises. Elle apporte 10 instruments de la NASA pour étudier l'environnement lunaire, à savoir le flux de chaleur souterrain, la structure et la composition de l'intérieur de la Lune, l'interaction du vent solaire avec le champ magnétique terrestre, etc. D'autres instruments étudient comment la poussière lunaire, qu'on appelle du régolithe, interagit avec divers matériaux. La sonde met également à l'épreuve un ordinateur conçu pour résister aux intenses radiations qui règnent sur la Lune, en plus d'étudier l'efficacité d'un bouclier anti-régolithe. On sait que le régolithe est une poussière extrêmement abrasive qui colle terriblement au scaphandre des astronautes et à tout appareillage. Notons qu'au moment de l'alunissage, des caméras ont filmé le panache de poussière soulevé par les moteurs fusées de la sonde. C'est ainsi que, pour la première fois, on a pu voir le phénomène tant intrigué par les astronautes d'Apollo. Comme le relate Neil Armstrong dans notre balado 142, La grande aventure d'Apollo 11, la 3e partie, j'ai été absolument éberlué lorsque j'ai coupé le moteur fusée et que j'ai vu la poussière lunaire s'envoler en ligne bien droite à partir de la base du LEM jusqu'au-delà de l'horizon, pour finalement disparaître instantanément. Le sol m'est alors apparu soudainement parfaitement clair, comme si le moteur fusée avait été arrêté depuis plus d'1 semaine. C'est saisissant. J'ai jamais vu une telle chose. Et c'est exactement ce que l'on voit clairement sur le film diffusé par Intuitive Machines. Voir à la fin du clip Moon Landing, Firefly Blue Ghost makes history sur YouTube. La sonde Blue Ghost devait fonctionner jusqu'au 16 mars, soit jusqu'au coucher du soleil sur la mer des Crises. Et ce jour-là, Firefly confirme que son robot a complété avec brio sa mission. Elle a fonctionné durant 14 jours et demi et même 5 heures après le coucher du soleil. Blue Ghost a transmis plus de 119 gigaoctets de données,
atteignant par le fait même 100% de ses objectifs, rapporte-t-on. Comme bonus, la sonde Blue Ghost a observé un phénomène astronomique très très rare, c'est-à-dire une éclipse de soleil vue depuis la Lune. C'est-à-dire que, imaginez-vous, vous êtes sur la Lune et c'est la Terre qui passe devant le Soleil et qui éclipse le Soleil, un peu comme une éclipse de Soleil qu'on voit sur Terre quand c'est la Lune qui éclipse le Soleil, comme la fameuse éclipse du 8 avril 2024 dont on a souligné récemment l'anniversaire. C'est donc un phénomène spectaculaire que personne n'a jamais vu parce qu'il faut être sur la Lune. On nous dit que c'est un phénomène nettement plus spectaculaire qu'une éclipse de Lune, qu'une éclipse solaire vue de la Terre, parce que la Terre possédant une atmosphère, au moment de l'éclipse, il y aurait tout un anneau lumineux spectaculaire autour de l'éclipse au moment où elle se passe. Malheureusement, il n'y a aucune caméra qui peut filmer très bien le phénomène ou le montrer tel qu'il est en réalité. Un autre phénomène qu'a pu observer la sonde Blue Ghost, c'est un coucher de soleil sur la Lune, ce qu'aucun astronaute n'a pu voir à ce jour. Peut-être que certains auditeurs vont dire « Oui, mais Claude, il y a des astronautes qui ont passé 2 ou 3 jours sur la Lune, ils ont dû voir des couchers de soleil. » Mais là, on parle de 2 ou 3 jours terrestres. En réalité, sur la Lune, une journée dure l'équivalent de 14 jours lunaires. Et les astronautes d'Apollo sont toujours arrivés en matinée, l'équivalent de 9 ou 10 heures le matin. Et il aurait fallu qu'ils passent une bonne dizaine de jours sur le sol lunaire pour voir un coucher de soleil. Donc, personne n'a jamais vu un coucher de soleil sur la Lune. La sonde Blue Ghost l'a évidemment filmé, mais encore là, les caméras ne rendent pas justice. C'est un peu comme lorsque vous prenez une photo d'un coucher de soleil et que vous regardez en vrai un coucher de soleil, c'est vraiment pas la même chose. Il faut vraiment y être sur la Lune. Un jour, peut-être, des astronautes vont avoir la chance de voir des couchers de soleil et qui sait d'observer une éclipse du Soleil, mais vue depuis la Lune. C'est des phénomènes remarquables qu'on n'aura pas la chance de voir, vous et moi, malheureusement. Grandeur et misère du monde des fusées. Le 6 mars, SpaceX procède au 8e tir de son vaisseau Starship. Pour la 2e fois cette année, celui-ci décolle sans problème, alors que le premier étage Super Heavy est une fois de plus capturé par la tour de lancement, une opération toujours aussi spectaculaire. Quant au Starship proprement dit, il poursuit son ascension normalement jusqu'à la 8e minute de vol, où 4 de ses 6 moteurs Raptor flanchent, sans qu'on sache pourquoi. Starship se met alors dans une sorte de vrille, ce qu'on voit aisément grâce aux caméras extérieures qui nous transmettent des vues saisissantes de la Terre qui bascule sous nos yeux. Tout contact radio cesse environ 9 minutes et 30 secondes après le décollage. Il s'agit d'un deuxième échec consécutif qui survient dans les mêmes circonstances que le précédent. Écoutez à ce sujet le balado 155. Comme la fois précédente, une pluie de débris s'abat sur les Caraïbes. Rapidement, les observateurs postés un peu partout dans la région et le long de la côte est de la Floride filment d'impressionnantes pluies de débris. Par conséquent, la FAA, l'administration fédérale de l'aviation, qui supervise l'ensemble du trafic aérien, ordonne la suspension des vols commerciaux dans la zone concernée. Sont ainsi perturbés les aéroports de Miami, Orlando, Palm Beach, Fort Lauderdale ou encore Philadelphie. Et comme le décrit le New York Times, c'est là un nouveau casse-tête pour les passagers qui doivent désormais s'inquiéter de la chute de débris spatiaux comme cause possible de retard de leur vol. Se répète donc le scénario de janvier dernier. Heureusement, personne n'est atteint par quoi que ce soit tombé du ciel, Claude. Exactement. Heureusement, effectivement, ça fait aucune victime. Mais pour SpaceX, c'est un sérieux revers parce que SpaceX espérait réaliser quelque chose comme 25 tirs de Starship cette année, donc à peu près tous les 2 semaines. Et là, un deuxième échec qui survient dans les mêmes circonstances, c'est à la fois troublant et inquiétant. En fait, ça semble indiquer que les ingénieurs de SpaceX n'ont pas trouvé la cause de l'accident la première fois, n'ont pas su identifier la cause et résoudre le problème. On a même l'impression que SpaceX a de la difficulté à rééditer les réussites de l'année passée, certaines missions se sont bien déroulées. Là, ça semble tout à fait autre chose. On peut même se demander, est-ce qu'il n'y aurait pas une erreur de conception dans les Starship? Et là, c'est autre chose. Là. S'il y a une erreur quelque part de conception, c'est pas juste de réparer un bout de tuyau. Donc, c'est un échec très troublant. C'est sûr que SpaceX, elle, voudrait reprendre les vols de Starship le plus rapidement possible,
Mais la FAA s'est dit non, il faut faire une enquête détaillée, voir exactement qu'est-ce qui s'est passé, parce que la première fois, vous n'avez pas su résoudre les problèmes. Évidemment, une enquête qui va retarder le 9e tir d'un Starship. Et à ce moment-là, ça risque de frustrer Elon Musk. Et quand on sait le pouvoir qu'a Elon Musk sur la FAA, ça reste à voir qu'est-ce qui va se passer. Deuxième succès pour Ariane. Soulignons que le jour même de l'alunissage de la sonde Athéna et du tir de Starship, Arianespace procède à son deuxième essai d'Ariane 6. Comme le premier réalisé en juillet 2024, celui-ci est couronné de succès puisque le lanceur place en orbite le satellite espion CSO-3, CSO pour composante spatiale optique numéro 3, pour l'armée française. C'est un immense soulagement pour l'Europe qui retrouve le chemin de l'espace. On sait en effet que ces dernières années, l'Europe avait un peu perdu son accès à l'espace à la suite de la fin du programme Ariane 5, donc la fin des tirs d'Ariane 5. Évidemment, l'annulation des tirs de fusée Soyouz depuis le centre spatial guyanais de Kourou à la suite de l'invasion de la Russie en Ukraine et aussi à cause des problèmes survenus avec la petite fusée Vega. Donc, l'Europe se trouvait dans l'incapacité de lancer ses propres satellites. Voilà que maintenant, avec la remise en vol des Vega et le deuxième succès pour une Ariane 6, l'Europe peut maintenant reprendre ses tirs de lancement. Ces lancements de satellites qui sont à la fois des satellites européens, par exemple de télécommunications ou militaires, mais aussi des satellites commerciaux. Donc, l'Europe revient sur le marché après une malencontreuse pause d'environ 2 ans. C'est un grand soulagement pour tout le monde et surtout dans le contexte actuel, on est content que l'Europe reprenne du service. Que se passe-t-il chez SpaceX ? Le 2 mars, l'entreprise d'Elon Musk perd le premier étage d'une Falcon 9 peu après que celui-ci soit revenu se poser correctement sur une plateforme. A priori, il s'agit d'un incident banal. Toutefois, c'est le 5e incident à se produire en moins de 9 mois, du jamais vu en 10 ans. Voilà qui soulève quelque peu des doutes à propos de la fiabilité des Falcon 9. Surtout, on découvrira par la suite qu'une fuite de carburant s'est produite environ 85 secondes après le décollage de la fusée dans l'un des 9 moteurs de son premier étage. Voilà qui a finalement déclenché l'incendie peu après le retour sur Terre de l'étage fusée. Cet incendie était même assez étendu, rapporte SpaceX, puisqu'il a fait fondre plusieurs composantes de l'étage fusée. L'incident, qui n'a pas eu de conséquences fâcheuses, hormis la perte d'une fusée qui aurait normalement servi encore plusieurs fois, inquiète néanmoins puisque des Falcon 9 transportent de temps à autre des équipages. Qui plus est, conjugué aux 2 pertes de Starship, cette série d'incidents soulève des questions plus profondes. Que se passe-t-il chez SpaceX ? Est-ce le signe que quelque chose ne va plus ? Est-ce le même signe avant-coureur de quelque chose de beaucoup plus sérieux ? Soulignons que SpaceX, qui visait à réaliser entre 175 et 180 tirs de Falcon 9, éprouve de sérieuses difficultés. En fait, après 3 mois d'activité, ils ont lancé 37 Falcon 9. À ce rythme-là, ils ne seraient pas en mesure d'en lancer plus que 150 cette année. Ce qui fait que tout ce dont on vient de relater montre que ça ne va pas très bien chez SpaceX, pendant que son patron, lui, il est occupé à faire autre chose ailleurs. Est-ce que la situation va se rétablir dans les prochains mois? C'est ce qu'on va voir éventuellement. Mais ça ne va pas très bien chez SpaceX. Échec pour un nouveau lanceur européen. Par ailleurs, de l'autre côté de l'Atlantique, la firme allemande Isar Aerospace procède le 30 mars au premier tir de sa fusée Spectrum depuis la base de lancement d'Andoya, en Norvège. Malheureusement, la fusée dévie de sa trajectoire 25 secondes après son décollage. L'entreprise interrompt alors la diffusion de lancement, mais on a le temps d'entendre le bruit de puissantes explosions 10 secondes plus tard. La fusée venait alors de s'écraser à proximité du pas de tir sans faire de victimes. Notons qu'il s'agit du premier lancement d'une fusée capable de placer des satellites depuis une base spatiale européenne. En fait, les Européens, vous lancez des fusées capables d'aller dans l'espace depuis Kourou, en Guyane française.
Il n'y a jamais une fusée capable de placer des satellites qui s'est envolée depuis l'Europe. Ça serait la première fois, malheureusement, évidemment, elle a raté son lancement. Il faut savoir que la base d'Andonia sert depuis des décennies à lancer des fusées-sondes qui vont explorer la haute atmosphère terrestre. Et là, maintenant, ça pourrait devenir votre première base spatiale depuis le continent européen. Donc, petite avancée non négligeable pour l'Europe si tout se passe bien. Les Américains en danger. Pendant ce temps, Donald Trump et Elon Musk continuent de sévir ordonnant des coupes sauvages. C'est vraiment l'adjectif qui convient dans le personnel des ministères et autres agences fédérales. Non seulement ces coupures affectent la NASA, mais principalement la NOAA, l'Administration nationale de l'atmosphère et des océans, qui, entre autres, pourvoit aux prévisions météo. Cette agence opère en effet l'importante flotte de satellites météo américains qui permettent de voir venir les tempêtes, les tornades et les ouragans. Sans eux, le monde retournerait aux années 1950, soit avant la mise en œuvre des satellites météo qui sauvent littéralement des milliers de vies chaque année. C'est ainsi que le 8 mars, Trump exige de la NOAA qu'elle se départisse d'1 millier d'employés, en plus des 1300 déjà licenciés, comme on l'a relaté dans le balado 155. Ces réductions représentent près de 20% des effectifs de la NOAA. C'est inquiétant ce qui se passe pour la NOAA. Ça va être malheureusement très intéressant de voir ce printemps si les services américains vont être en mesure de voir venir les ouragans et les tornades. Dans le cas des ouragans, de prédire quand ils vont toucher terre et où ils vont toucher terre. Et on sait que déjà, avec la réduction des services, des effectifs de la NOAA, ces services-là sont déjà affectés. Et là, avec les réductions additionnelles, on ne sait pas trop ce qui va arriver. Fait que ça va être intéressant de suivre ce qui va arriver au niveau des prévisions météo. On sait déjà là, que la première vague d'effectifs a réduit les services non seulement de prédiction des ouragans, des tornades et autres phénomènes climatiques, mais également la surveillance des pêcheries et des espèces menacées, ainsi que tous les phénomènes liés au changement climatique. Évidemment, un changement climatique dont nous sommes responsables, mais que l'administration Trump essaie de cacher, de mettre sous le tapis comme si ça n'existe pas. La NOAA, c'est une agence dont normalement on entend peu parler, mais c'est elle quasiment qu'on voit tous les soirs à nos bulletins météo, parce que c'est ces données-là qui servent. Ça va être intéressant de voir ce qui va arriver dans les prochains mois. J'ouvre une parenthèse pour dire qu'il n'y a pas que les Américains qui ont des satellites météo. Les Européens en ont, les Japonais en ont, les Chinois en ont. Mais la principale agence, l'agence centrale, c'est vraiment la NOAA. Ça va être intéressant de surveiller des bulletins météo. Ça n'aura pas un effet local chez vous en France ou chez nous au Canada, mais ça va avoir un effet sur l'ensemble des États-Unis, puis peut-être sur l'ensemble de la planète aussi. Ça reste à surveiller, voir ce qui va arriver ce printemps lorsque la saison des ouragans va apparaître. Et cette saison-là, ici en Amérique, s'étend de la mi-mai à peu près jusqu'à la mi-octobre, fin octobre. Ça va être intéressant de voir dans quel état vont être les services météo américains et en conséquence, est-ce qu'il va y avoir bien davantage de victimes, malheureusement, parce qu'on ne suit pas aussi bien les ouragans qu'on le faisait auparavant. À suivre. La NOAA est même particulièrement visée par l'entourage de Trump qui met en œuvre le fameux projet 2025 de démantèlement de la fonction publique. Cet agenda idéologique, produit par la Heritage Foundation, considère la NOAA comme l'un des principaux agents de l'industrie des alertes liées au changement climatique, stipule ce document. En conséquence, le projet 2025 demande instamment que cette agence soit démantelée. On retrouve d'ailleurs plusieurs des auteurs du projet 2025 dans l'administration Trump. Recette pour être déclassée par la Chine. Pour sa part, la NASA s'est vue dans l'obligation de supprimer son poste de scientifique en chef, ainsi que quelques autres fonctions de gouvernance en matière de technologie, de politique et de stratégie. Ces réductions affectent une vingtaine de personnes employées au siège social de la NASA, dont Catherine Calvin, la scientifique en chef et experte en sciences du climat. Tiens donc. L'assaut de Trump envers la science se poursuit, de déplorer Zoé Lofgren, représentante démocrate au Congrès. Si vous cherchez un manuel sur la façon de perdre vis-à-vis de la Chine, le voici. Une autre représentante démocrate, Valérie Fouchy,
constate pour sa part que le chaos, la confusion et la cruauté imposées par l'administration Trump auront des conséquences négatives sur notre place dans le monde et sur nos efforts pour faire parvenir des astronautes sur la Lune avant la Chine. Ajoutons que d'autres observateurs indépendants du gouvernement américain notent que la Chine s'empresse d'occuper les places laissées vacantes par les États-Unis. Le petit ami d'Elon Musk. Le 29 mars, le Wall Street Journal révèle une info surprenante. Ce serait à la demande d'Elon Musk que Donald Trump aurait choisi de placer à la tête de la NASA Jared Isaacman. Le quotidien raconte qu'à la suite de l'élection de Trump, à laquelle Musk a consacré pas moins de 250 millions de dollars, ce dernier a contacté son ami Jared Isaacman pour lui demander de l'aider à œuvrer à la réalisation de leur rêve commun, des humains sur Mars. Peu après cet appel, rapporte le quotidien, Trump annonce son désir de placer Isaacman au poste d'administrateur de la NASA. Voilà qui expliquerait une décision qui avait surpris un peu tous les observateurs à l'époque. Quand quelqu'un est élu président des États-Unis, il y a des centaines de postes à combler autour de lui, son cabinet et plein d'autres responsables qui occupent des postes importants. Et ça avait surpris un peu tout le monde que dès le 4 décembre, Trump y annonce qui vais-je mettre à la tête de la NASA? La NASA doit être normalement loin dans ses préoccupations. Et là, ce que nous explique le Wall Street Journal, c'est peut-être à cause de l'intervention de Musk que Trump a si rapidement désigné Isaacman à la tête de la NASA. Pour mémoire, lors de son premier mandat, quand Trump est arrivé au pouvoir en 2016, il a pris 8 mois avant de désigner qui serait à la tête de la NASA. C'était loin d'être dans ses priorités, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Et là, on a peut-être la réponse à un mystère qui avait surpris un peu tout le monde. À l'heure où on fait ce balado-là, Isaacman n'est pas encore désigné le patron de la NASA parce qu'il faut qu'il soit entériné par le Congrès américain, plutôt par le Sénat américain. Ça devrait venir dans les prochaines semaines. Je ne sais pas si cette information-là va légèrement entacher sa nomination, mais tout indique qu'il va être placé à la tête de la NASA et on va voir après ça qu'est-ce qui va arriver. D'ailleurs, peut-être qu'au moment où vous entendez ce balai-là, il y a déjà eu des changements importants au sein de la NASA. Nous, on vous le rappelle, on enregistre en ce 15 avril. Donc, l'actualité évolue rapidement. Peut-être que d'ici 2-3 semaines, il se serait passé des choses assez percutantes dans le domaine spatial. Au bénéfice de SpaceX. La présence de Musk auprès de Trump soulève de plus en plus d'inquiétudes et de controverses alors qu'il dirige de main de fer le supposé département de l'efficacité gouvernementale, le DOGE. Comme on le relate de plus en plus souvent, Musk et son DOGE visent à démanteler les pans entiers de la fonction fédérale. En même temps, son rêve de coloniser Mars alimente les spéculations selon lesquelles le programme Artemis pourrait être adapté aux préférences de Musk, tandis que les programmes de la NASA consacrés au changement climatique, aux sciences planétaires et aux recherches en astrophysique pourraient être sévèrement charcutés. C'est ainsi que le Wall Street Journal et le New York Times, entre autres, ont publié 2 articles dans les titres en disent long. Musk en mesure de profiter de milliards de dollars de nouveaux contrats gouvernementaux et le milliardaire qui est en mesure d'accélérer son rêve de Mars au bénéfice de SpaceX. Non seulement Musk exerce-t-il une influence démesurée sur le personnel, les budgets et les technologies de diverses agences fédérales, écrit-on, mais il demande également aux employés du DOGE d'examiner le fonctionnement des agences qui enquêtent sur ces entreprises, notamment la FAA, la Commission fédérale des communications, la Commission fédérale du commerce et l'Agence de protection de l'environnement. C'est cependant sur la NASA que Musk opérerait les plus grands changements dans les priorités d'une agence pour aligner sur les siennes, dit-on. Il s'efforce de réorienter les programmes de la NASA, de réaffecter les budgets et d'installer ses hommes au sein de l'agence spatiale afin de l'aider à atteindre son objectif. Selon des proches de l'administration Trump, Musk chercherait même à s'assurer du soutien indéfectible du président en lui faisant miroiter l'idée que d'envoyer des astronautes sur Mars pourrait le faire passer à l'histoire comme ayant été le plus grand de tous les présidents. Or, comme le font valoir les 2 quotidiens, un tel projet pourrait générer des bénéfices considérables à SpaceX, qui est déjà l'un des plus grands sous-traitants de la NASA. Le 9 mars, par contre, Trump a annoncé que Mars n'était pas une de ses priorités. En fait,
il a déclaré que ce serait quelque chose de formidable d'aller sur Mars. Ce serait une belle chose si on pouvait la faire, mais que ça ne fait pas partie de ses priorités. Évidemment, ce genre de déclaration-là a soulevé encore la controverse, à savoir, Trump, il dit une chose et son contraire. En fait, ça sème toujours la confusion. On a vraiment affaire à Trump. Fait, parfois, Trump nous déclare dans ses discours que les Américains vont vont installer une bannière sur la Lune avant la fin de son mandat. D'autres jours, il déclare que ce n'est absolument pas une de ses priorités. Toujours difficile à suivre, le Donald Trump. Pendant ce temps dans l'univers. Heureusement qu'entre-temps, nous bénéficions de quelques bonnes nouvelles en provenance de l'univers. Le 12 mars, la sonde européenne Hera, qui fait route vers l'astéroïde Dimorphos, croise la planète Mars. C'est l'occasion pour elle de prendre des centaines de photos, dont certaines de Deimos, la plus petite des 2 lunes de Mars, avec en arrière-plan la planète rouge. On aperçoit ainsi une petite île glissant au-dessus des déserts martiens, comme on le montre dans le fascicule qui accompagne ce balado. Et ces magnifiques photos nous font en plus découvrir l'hémisphère rarement photographié de Deimos. Car comme notre Lune, ce petit astre présente toujours la même face à Mars, et c'est celle-ci que nos sondes photographient habituellement. Dans le cas de Hera, la sonde est passée à 1000 km derrière Deimos, nous dévoilant sa face cachée. Nous n'avons jamais vu Deimos de cette façon, souligne Patrick Michel, responsable scientifique de la mission Hera. C'est l'une des rares images que nous ayons de l'autre face de Deimos. Mesurant à peine 12 km et demi, Deimos pourrait être un astéroïde capturé par Mars ou le vestige d'une importante collision survenue entre la planète et un astre de grande taille, comme ce fut le cas de la Terre avec Theia, collision qui a donné naissance à la Lune, selon la théorie la plus probable. Et en même temps, Hera s'est servi de l'assistance gravitationnelle de Mars pour prendre de la vitesse, pour accélérer, et ainsi raccourcir son vol vers Didymos de plusieurs mois et en même temps économiser beaucoup de carburant. Donc, le passage avait l'intérêt de raccourcir le temps qu'il faut pour atteindre son objectif, comme on le fait souvent maintenant, ce qu'on appelle l'assistance gravitationnelle. En même temps, les ingénieurs se sont servis du passage vers Mars pour tester les caméras et les différents appareils de mesure de la sonde pour voir si tout fonctionnait bien. Donc, c'est vraiment utile de passer vers Mars. Non seulement ça nous donne des belles photos, vous allez le voir dans le fascicule, il y a vraiment des photos remarquables où vous pouvez les retrouver évidemment sur Internet, mais ça sert effectivement à tester la sonde et à gagner en termes de vitesse tout en économisant du carburant. On peut résumer en disant qu'Hera va arriver à destination en décembre 2026. Elle va se placer en orbite autour de l'astéroïde Didymos, qui lui-même est en orbite autour de l'astéroïde Dimorphos. Et normalement, durant 6 mois, la sonde va étudier le satellite pour vérifier un peu quel a été l'impact qu'elle a subi lorsqu'une sonde américaine DART l'a percuté il y a quelques années de cela. Donc, la mission doit durer à peu près 6 mois, mais probablement que la mission va durer beaucoup plus longtemps. Et évidemment, on va vous en parler en temps et lieu. On peut presque vous dire, rendez-vous dans un balado en 2027. Une centaine de lunes pour Saturne. Entre-temps, la planète Saturne se voit attribuer 128 nouvelles lunes, elle qui en possédait déjà 146. Par comparaison, Jupiter compte 95 satellites naturels connus, Uranus 28, Neptune 12, Mars 2 et la Terre, un seul. C'est la plus grande quantité de satellites naturels jamais repérés, indique l'un des chercheurs à l'origine de cette découverte. Cette centaine de lunes pourrait être le résultat de collisions survenues aussi récemment qu'il y a 100 millions d'années, ce qui est peu compte tenu du fait que Saturne existe depuis plus de 4 milliards d'années. La plupart d'entre elles sont des rochers de quelques kilomètres seulement, et qui, curieusement, orbitent autour de Saturne dans le sens contraire aux principaux satellites naturels de la planète. L'existence d'autant de lunes autour de Saturne laisse penser qu'il a dû se passer beaucoup de collisions dans les parages de Saturne. En fait, on pense même qu'il y avait des plus gros objets, plus gros astres autour de la planète qui se sont un jour disloqués, qui ont été victimes de collisions. D'ailleurs, parmi les 128 lunes qui viennent d'être repérées, les astronomes ont l'impression qu'il y a un groupe de 47 lunes qui viennent qui ont la même origine. Donc, il y a peut-être eu
une lune de Saturne qui était de relativement grosse taille, qui un jour s'est fait frapper et qui a éclaté en 47 morceaux, sinon plus. C'est vraiment intéressant d'étudier la quantité astronomique de lunes autour de Saturne parce que ça témoigne qu'il s'est passé des choses, peut-être même assez récemment autour de cette planète-là. Malheureusement, il va être difficile d'en apprendre bien davantage parce que les lunes qu'on vient de découvrir sont vraiment minuscules et elles sont très loin de nous. C'est loin Saturne. Ce qui fait que même dans nos télescopes les plus puissants, ces lunes-là n'apparaissent que comme de minuscules points blancs. On ne peut pas vraiment en voir davantage à leur sujet. Il y a donc un sujet d'étude s'il y a des jeunes qui rêvent de faire de l'astronomie. Un jour, peut-être dans 20-30 ans, on aura des moyens qui vont nous permettre de découvrir qu'est-ce qui s'est passé autour de Saturne parce que c'est vraiment un monde très intéressant. On a encore tout à apprendre et il y a encore beaucoup de choses à étudier à cette planète-là, même si c'est une planète relativement proche de nous. Fin de mission pour Gaïa. D'autre part, le 27 mars, l'Agence spatiale européenne ESA a mis fin aux observations de son télescope spatial Gaïa, une opération inusitée. En 13 ans d'opération, ce télescope a transformé notre perception de la Voie lactée, notre galaxie. Rappelons que le 19 décembre 2013, une fusée Soyouz avait expédié ce télescope au point Lagrange 2, situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre, et où se trouve également le télescope Webb. À l'origine, Gaïa avait pour principale mission d'étudier durant 5 ans la structure, la formation et l'évolution de notre galaxie. Il a ainsi cartographié avec précision la position, la distance, les mouvements et les propriétés de près de 2 milliards d'étoiles et d'autres objets célestes, exoplanètes, astéroïdes, nuages de poussière, etc. Il a ainsi permis aux astronomes de fabriquer la carte multidimensionnelle la plus précise de la Voie lactée, révélant sa structure et son évolution de précision inégalée. Gaïa a entre autres révélé que la structure de notre galaxie est beaucoup plus complexe qu'on le pensait. Puisque nous sommes à l'intérieur d'elle, on ne peut l'observer comme on le fait avec les autres galaxies. On se représente la Voie lactée comme une majestueuse spirale faite de 2 longs bras courbés constitués de centaines de milliards d'étoiles. Mais d'après les observations de Gaïa, la belle structure que l'on imagine est en réalité beaucoup plus complexe. Le télescope a aussi mis en évidence le fait que notre galaxie est maintes fois entrée en collision avec d'autres galaxies avec lesquelles elle s'est fusionnée. En particulier, grâce à Gaïa, les astronomes réalisent qu'au cours de 12 milliards d'années écoulées, la Voie lactée n'a cessé de croître en absorbant de petites galaxies. L'une des collisions est survenue il y a à peine 2,7 milliards d'années, soit beaucoup plus tard qu'on le concevait. Une autre collision pourrait être à l'origine de la naissance du système solaire. Gaïa a ainsi repéré quantité de petits trous noirs au sein de notre galaxie, dont certains sont assez proches de nous, mais qui ne sont aucunement une menace. Il a aussi cartographié des millions de quasars, des galaxies lointaines, ainsi que suivi de milliers d'astéroïdes et de comètes. C'est dire qu'après 13 ans, Gaïa a largement dépassé sa durée de vie de 5 ans, alors que ses réserves de carburant étaient sur le point de s'épuiser. Avant que cela n'arrive, les contrôleurs ont entrepris d'expédier l'engin spatial hors de la zone de Lagrange 2 afin d'éviter qu'il n'entrave un jour le travail de futurs télescopes qu'on y placera. Il s'agissait ensuite d'éteindre tous ses systèmes de bord, en particulier son émetteur radio. Or, raconte Thiago Nogueira, opérateur de Gaïa, éteindre un engin spatial en fin de mission pourrait paraître une tâche assez simple. Ce ne l'est toutefois pas puisque l'engin ne le veut vraiment pas. En fait, explique-t-il, un appareil comme Gaïa est conçu pour faire face à une foule de pannes possibles générées par des tempêtes cosmiques, par des impacts de micro-météorites, des bugs informatiques ou pertes d'orientation, ou encore à la suite d'une perte inopinée de contact radio avec la Terre. Résultat, Gaïa dispose de plusieurs systèmes redondants conçus pour lui permettre de reprendre en toutes circonstances ses opérations. Nous avons donc dû concevoir une stratégie qui constituait à désactiver systématiquement toutes les couches de redondance qui protègent Gaïa, indique-t-il, car nous ne voulons pas qu'il se réactive un jour et recommence à émettre. Et comme l'a expliqué le 27 mars Julia Fortuno, ingénieure des opérations du télescope spatial, « Aujourd'hui, j'ai été chargé de m'assurer que le système informatique de Gaïa ne redémarrera plus jamais, une fois que nous l'aurons éteint. » Et elle ajoute « J'éprouve des sentiments partagés entre l'excitation suscitée par ces importantes opérations de fin de vie,
mais également la tristesse de devoir dire adieu à un engin spatial sur lequel j'ai travaillé durant plus de 5 ans. Je suis très heureuse d'avoir participé à cette formidable mission. Fin de la saga des rescapés de Starliner. Le 18 mars, les 2 astronautes de Starliner conduisait à tort et à travers, coincés dans la Station spatiale internationale depuis 9 mois, reviennent sur Terre à bord d'une capsule Crew Dragon. Jamais un retour sur Terre n'aura fait autant parler depuis l'équipage peut-être d'Apollo 13 55 ans plus tôt, Claude, ou c'est exagéré? Non, c'est pas exagéré parce que moi qui ai été témoin du retour sur Terre d'Apollo 13, évidemment, il y avait eu l'accident dramatique qui s'était déroulé, l'explosion à bord de la capsule qui s'était déroulée quelques jours plus tôt. Mais depuis ce temps-là, on n'a jamais vraiment parlé d'un atterrissage, d'un retour sur Terre autant que celui des rescapés de la Station spatiale internationale. Il faut dire que malgré toute la controverse créée par Elon Musk et Trump, ce retour s'est fait dans les circonstances habituelles, c'est-à-dire lors d'une relève d'équipage qui se produit à bord de la station à tous les 6 mois. C'est-à-dire que quelques jours avant le retour de cet équipage-là, un 10e équipage a été lancé à bord d'une capsule Starliner, équipage composé de 2 Américains, d'un Japonais et d'un Russe. Ceux-ci, donc, ont rejoint la station spatiale. Là, il y a eu un transfert de compétences entre l'équipage 9, actuellement à bord de la station, et l'équipage 10 qui venait d'arriver. Normalement, ce transfert d'expertise-là se fait sur une période d'à peu près 5 jours. Sauf que cette fois-ci, c'est fait qu'en seulement 2 jours, parce que la NASA voyait que les conditions météo pour se poser au large de la Floride étaient assez bonnes, mais qu'elles allaient se dégrader quelques jours plus tard. Donc, le transfert de connaissances s'est fait beaucoup plus rapidement, malheureusement, parce que c'est une phase importante. Les nouveaux arrivants ont besoin d'être accueillis par ceux qui vont remplacer. Ils leur expliquent où en sont les expériences, qu'est-ce qu'il y a à faire. C'est une phase très utile qui a malheureusement été écourtée à cause des conditions météo qui étaient sur le point de changer. Finalement, tel que prévu, l'équipage est revenu sur Terre le 18 mars. Soit dit en passant, les 2 membres de l'équipage 9 venaient de compléter un séjour de 6 mois comme d'habitude. Ils ne sont pas revenus plus tôt, contrairement à ce que pourraient laisser entendre Elon Musk et Donald Trump. Ils sont revenus au terme de leur séjour de 6 mois, ramenant avec eux, évidemment, les 2 rescapés de la station spatiale, qui, eux, ont passé 9 mois au lieu d'1 semaine. Le retour sur Terre s'est très bien fait sans aucun problème. La capsule a atterri au large de la Floride, a été récupérée par un navire de la compagnie SpaceX, et ensuite l'équipage a été extirpé de la capsule sans aucun problème. Et même, il semblait en bon état, en bonne santé, parce qu'entre autres, Suni Williams nous a envoyé la main pour dire « Tout va bien ». Donc, le retour sur Terre s'est fait sans problème, et j'oserais dire, c'est fait sans problème, tel que prévu, contrairement à ce que nous laissaient entendre Musk et Donald Trump. Qui blâmer? Il est à remarquer que les 2 rescapés se sont par la suite rétablis très rapidement de leur long séjour en apesanteur. En effet, en conférence de presse 13 jours après son retour sur Terre, Suni Williams a fièrement annoncé « Hier, je suis allé courir 3 miles, alors je vais me féliciter un brin ». Elle soulignait ainsi qu'elle se sentait bien et qu'elle s'habituait à nouveau à la gravité. C'est presque un miracle de voir comment notre corps peut se réadapter, a-t-elle remarqué. Pour sa part, Butch Wildmore a indiqué que leur réadaptation s'est faite très rapidement grâce au travail absolument remarquable des équipes au sol. Il a néanmoins ajouté qu'il a été difficile d'être éloigné de sa famille durant une si longue période. Mais cela fait partie du métier d'astronaute, a-t-il ajouté. Comme ce l'est pour plusieurs autres professions comme le militaire, le secouriste et d'autres. Dans ma famille, nous avions discuté de cette possibilité, a-t-il poursuivi. Nous avions discuté de tout cela, mais nous n'avions pas envisagé qu'on pourrait être séparés durant 9 mois, comme c'est arrivé. Les 2 astronautes en ont profité pour exprimer à maintes occasions leur gratitude envers les 2 collègues de l'équipage 9 qui les ont ramenés sur Terre, envers la NASA dans son ensemble, envers SpaceX et Boeing, envers l'équipe médicale qui les a aidés à se réhabituer rapidement à la gravité, etc. Questionné quant à savoir qui, selon lui, serait à blâmer pour le fiasco du vol d'essai Starliner, Butch Wildmore, qui commandait cette mission, a commencé par dire « Je n'aime pas ce terme, mais je vais commencer par me pointer du doigt, par m'accuser moi-même. Car j'aurais pu poser des questions avant le lancement et les réponses à ces questions auraient pu renverser les choses. » Notons que les 2 astronautes
se sont tenus loin de la controverse créée par Musk et Trump. Se contentant d'insister pour dire que la politique n'a joué aucun rôle dans leur retour sur Terre, la NASA nie d'ailleurs avoir devancé le retour sur Terre à la suite des requêtes de Trump. En fait, au début de l'année, ce retour était prévu pour fin février, mais des retards dans les préparations de capsule Crew Dragon l'a reporté à mi-mars. Voilà qui met fin, espérons-le, à une controverse générée donc par Elon Musk. C'est ce qu'on appelle de la désinformation ou ce que j'appelle, moi, des affirmations trompeuses, TRUMP, Oui. affirmations trompeuses ou la loi de Baldini. Mais l'idée, c'est de garder en tête qu'on nous fournit souvent de fausses informations, et ça, c'est un exemple. Et ensuite, ça va rester dans l'imaginaire populaire de dire ah oui, Biden avait empêché des astronautes de revenir sur Terre, ce qui est totalement faux. Donc, c'est vraiment des affirmations trompeuses qu'il faut garder en mémoire. C'est un phénomène qu'on voit très, très souvent. J'en ai parlé dans le dernier balado, puis je veux un peu revenir là-dessus aujourd'hui pour dire faisons attention aux affirmations qu'ils nous ont lancées, particulièrement sur les réseaux sociaux. Allons voir s'il y a quelque chose derrière ça. Allons voir s'il y a une base là-dessus. Mais vous savez, là, quand on nous dit, par exemple, la Terre est plate, c'est faux, c'est une affirmation trompeuse. Les astronautes d'Apollo 11 ne sont jamais allés sur la Lune. Affirmation trompeuse. Les astronautes de Starliner ont été maintenus dans l'espace par l'administration Biden. C'est une affirmation trompeuse. Si vous voulez essayer d'éviter autant que possible, ne vous informez pas sur les réseaux sociaux. C'est une très mauvaise source d'information. Trouvez-vous un média fiable, un média traditionnel fiable, que ce soit un journal, que ce soit un site web. Moi, personnellement, je m'abreuve entre autres au Journal La Presse, entre autres à Radio-Canada, entre autres au New York Times. Ça, c'est des sources fiables. Jamais je ne m'abreuve à l'information que je trouve sur les réseaux sociaux. C'est peut-être vrai. Il y a de la vraie information sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi beaucoup d'affirmations trompeuses, donc il faut s'en méfier. Pour conclure, la relève d'équipage à bord de la station spatiale s'est poursuivie le 8 avril avec le lancement d'une capsule Soyouz transportant 2 cosmonautes russes et 1 Américain. Et depuis ce jour, la station spatiale est occupée par l'expédition numéro 72 qui va opérer la station spatiale durant 6 mois. Donc, prochaine relève d'équipage ce printemps ou au début de l'été prochain. C'est plutôt l'automne prochain. Donc, tout va bien à bord de la station spatiale et espérons que le fameux mythe lancé par Elon Musk va disparaître comme beaucoup d'informations trompeuses devraient disparaître à tout jamais, ce qui malheureusement ne sera peut-être pas le cas. Conclusion, où en serons-nous ? Voilà où nous étions en ce début d'avril, alors que Donald Trump déclenche un conflit mondial en imposant des tarifs douaniers à 185 pays, dont même aux îles Heard et McDonald peuplées uniquement de manchots de l'Antarctique. Ces îles dont personne n'avait jamais entendu parler sont à présent rendues célèbres. Et à l'heure où on produit ce balado, nul ne sait jusqu'où ce conflit nous mènera. Comme dans une multitude de domaines, cette guerre de tarifs risque d'avoir d'énormes répercussions sur le domaine spatial et particulièrement aux États-Unis. On évoque par exemple d'importantes ruptures dans les chaînes d'approvisionnement, notamment dans les terres rares essentielles pour la fabrication des fusées et des engins spatiaux. Il est aussi question de coupures dans les budgets de la NASA qui affecteraient, dirait-on, tout particulièrement l'étude de l'environnement terrestre. Alors, on attend de voir. Exactement. En fait, il va être très intéressant de voir où on va en être l'automne prochain. On ne couvrira pas normalement l'actualité d'ici là. On va laisser les choses se passer, mais ce serait intéressant de revenir avec un balado peut-être à la fin de l'été ou l'automne prochain pour voir où on en est. Et personne ne peut le dire à ce moment-là. D'ailleurs, probablement qu'au moment où vous écoutez ce balado-là, il y a des choses qui ont changé par rapport à ce qu'on vient de vous raconter. Il y aura possiblement, je ferai peut-être des mises à jour lorsqu'il y aura vraiment quelque chose d'important. Donc, des mises à jour sur notre page Facebook de Voyage dans l'espace. Là. À l'occasion, j'en parlerai lorsqu'il arrivera quelque chose. En attendant, on va mettre l'actualité un peu de côté. On va venir sur d'autres thèmes intéressants. D'ailleurs, je vous annonce déjà que le prochain balado, un balado un peu spécial, je vais répondre à une série de questions lancées par un de nos auditeurs qui s'appelle Cédric Caillot, qui m'a envoyé une série de questions fort intéressantes sur les stations spatiales en général.
Il y a d'autres qui m'ont envoyé une foule de questions. Je me suis dit, tiens, c'est très intéressant parce que ça va aborder le sujet sous un angle un peu particulier. Je vous souligne ça pour vous dire que si vous avez des questions à me proposer, des sujets à me proposer, je suis toujours très, très intéressé. C'est sûr que parfois, on me propose des sujets très pointus ou des sujets qui sont hors de ma compétence, particulièrement dans le domaine de la cosmologie. Je sais que ça fascine beaucoup de nos auditeurs, nos auditrices, mais c'est vraiment pas un sujet avec lequel je suis à l'aise. J'en parle de temps en temps, surtout avec des spécialistes. Mais je suis très intéressé d'avoir vos sujets. Je suis toujours très intéressé de connaître qui vous êtes, dans quelles circonstances vous m'écoutez. Fait que le prochain balado, vous allez avoir un bel exemple d'un auditeur qui me dit « Claude, je me pose des questions par rapport aux stations spatiales. J'aimerais savoir telle chose. » Et c'est à quoi on va répondre dans le prochain balado. Donc, si vous voulez nous écrire, si vous voulez m'écrire, parce que c'est moi qui réponds à ces questions-là, écrivez-nous à baladovde@gmail.com, balado voyage dans l'espace, baladovde@gmail.com. Ça me fait toujours plaisir de faire votre connaissance. Et là-dessus, je vous souhaite un peu, souhaitons-nous un peu de calme dans les prochaines semaines parce qu'on a vraiment passé des mauvais moments à cause de l'administration Trump. Par contre, dans le domaine spatial, il se passe des choses très intéressantes. Donc, on reste en contact. Au plaisir de se reparler. À bientôt, Claude. À bientôt, Florent. Nous souhaitons remercier chaleureusement toutes les personnes qui nous soutiennent, notamment sur Patreon, grâce à qui ce balado continue son chemin. Je vous rappelle qu'à partir de 5$, vous avez accès à tous les fascicules qui accompagnent les balados, avec des explications, avec des photos qui accompagnent les épisodes et qui permettent d'en voir un peu plus, d'en savoir un peu plus sur le sujet que l'on aborde à chaque fois. Vous avez également accès aux épisodes avec 2 semaines d'avance. Alors, si vous êtes intéressé de nous soutenir financièrement, en direction le site patreon.com, rubrique Voyage dans l'espace. Cet épisode vous a été présenté par Florent Meunier, Laurent Runigo et Dylan Baillargeon, avec Claude Lafleur au contenu. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.